Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du Crédit Suisse, deuxième banque de Suisse, une des plus grandes banques d'Europe. Bientôt une année de pouvoir, c'est ça? Je n'utiliserai pas le mot pouvoir, mais c'est une année à la tête de l'organisation, effectivement, en juillet, 1er juillet. De pouvoir et de difficultés, l'action qui est à un plus bas historique, c'est dur? Non, écoutez, je savais que ce serait une tâche difficile. J'ai essayé, si vous vous rappelez nos premiers entretiens, j'ai dit que les attentes s'étaient un peu envolées et que la tâche serait difficile et longue. Donc j'ai toujours été très, très clair là-dessus. Ce qui a accru la difficulté, c'est qu'en fait, il y a une véritable crise du secteur bancaire, en plus du besoin de restructurer le Crédit Suisse, et qui fait que donc, en fait, tout le secteur a souffert, et nous encore plus, parce que nous sommes en restructuration, ce qui crée encore plus d'incertitudes dans une période difficile. Vous étiez parmi les tout premiers à avoir prévu la crise de 2008. Ils étaient vraiment très très rares. Hein. Aujourd'hui, vous dites, il y a une forme de tempête financière. En 2015, moi j'étais assez pessimiste sur 2016. La raison pour laquelle je me suis vraiment précipité au départ pour lever du capital, c'est parce que j'étais pessimiste. Et vraiment, ça a été une bonne décision, parce que la banque serait dans une situation radicalement différente si nous n'avions pas levé ce capital. Si on prend le contexte général le plus large, après on parlera de la clientèle, notamment asiatique, etc., mais le plus large, Trump aux États-Unis, la Grande-Bretagne, le Brexit, les votes possibles en France, on voit ce qui se passe en Autriche, toute cette instabilité, ça a des effets sur l'argent. Ça a des effets, Mais ce qu'il faut à l'économie mondiale, c'est de la croissance. Tous ces phénomènes en fait, dont vous parlez, ce sont des symptômes du manque de croissance qui entraîne donc le chômage, qui entraîne l'incertitude chez les consommateurs, l'insatisfaction, etc. et qui conduit aussi les banques centrales à adopter des politiques extrêmes. Donc en fait, il faut arriver à redonner de la croissance à l'économie mondiale. Nous sommes ici au Forum des 100, vous avez parlé de l'ouverture au marché asiatique. Si on est très concret, vous parlez beaucoup des clients. Hein. Ces nouveaux clients, qui sont-ils? Ceux qu'on peut aller chercher? Ces nouveaux clients, ce sont des entrepreneurs. Une chose qu'on dit donc au Crédit Suisse, c'est que nous voulons être la banque des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont souvent, moi je leur pose souvent la question, qu'il y a 30 ans, nos clients chinois, ils avaient une bicyclette. Sur cette terre, la seule possession c'était une bicyclette, et il vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars 30 ans plus tard. Donc ce sont des gens qui se sont construits à la force du poignet, qui ont réussi dans un secteur donné ou dans plusieurs secteurs, et qui maintenant, et ça aussi c'est intéressant, souhaitent s'internationaliser. Donc une des choses que nous faisons, c'est vraiment les accompagner dans ce mouvement d'internationalisation qui, je crois, est bon pour l'économie mondiale parce que ça apporte des investissements et des emplois en Occident qui en a bien besoin. On les voit racheter des entreprises parfois emblématiques, y compris en Suisse. C'est de la stratégie pure ou il y a une part d'orgueil de leur part? Non, c'est de la stratégie pure. Parce qu'en fait, quand vous êtes chinois, ce dont vous avez besoin, c'est de diversification, qui en termes de gestion financière est toujours une bonne chose. Ils sont très, très, très exposés à l'économie asiatique et ils veulent désespérément se diversifier, ce qui est vraiment une bonne décision d'investissement de leur part. Et qui est aussi bon pour nos économies parce que ça apporte des ressources nouvelles, de l'emploi et de la croissance. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, je crois. Par rapport à notre histoire, l'accumulation de capital telle qu'elle a eu lieu en Suisse, en France, etc., il y a déjà au 19e siècle, on en est où en Chine, dans ces grands marchés? Je pense qu'on en est... je ne veux pas faire de comparaison qui serait désobligeante, parce que je crois que la Chine a fait des progrès extraordinaires. Mais je pense qu'on en est à la période des grands magnats de l'industrie ou des grands barons qu'on a vus en Amérique dans la seconde moitié du 19e siècle, où la richesse, quand elle apparaît comme ça, est d'abord concentrée au sommet, et ensuite elle va se diffuser, trickle down, comme disaient les Américains, et vous allez avoir ce développement de la classe moyenne qui en fait ensuite apporte la stabilité sociale, etc. Mais on est encore dans la phase où la richesse vient d'être créée, on est dans la première génération. En Asie, 65% de la richesse appartient à la première génération d'entrepreneurs. En Occident, 65% appartient à la 4e ou 5e génération, c'est-à-dire des gens dont l'arrière-arrière-grand-père a fait fortune. Donc on est dans des situations très contrastées et très différentes. Il y a une grande peur de l'aventure chinoise. Hein. On se dit le Parti communiste gouverne quand même tout ça, leurs chiffres sont souvent un peu bidonnés. Vous partagez cette crainte? Moi je crois qu'on peut avoir des doutes sur les chiffres, mais il y a 104 millions de Chinois qui sont allés à l'étranger l'année dernière, ça c'est un vrai chiffre. Et ils y ont dépensé 200 milliards de dollars, qui sont aussi un vrai chiffre. Donc on peut avoir tous les doutes qu'on veut sur l'économie chinoise, il y a quand même des réalités qu'on peut toucher, qui sont tangibles, qui montrent qu'il y a un véritable développement. On aurait dit, moi je suis allé en Chine en 84, la première fois, on nous aurait dit qu'un jour il y aurait 100 millions de Chinois qui auraient les moyens d'aller à l'étranger dans une année. C'est beaucoup 100 millions. Vous avez la culture d'un grand financier, la culture africaine d'origine, la culture française. Quand on parle à ces Chinois, ces nouveaux Chinois qui sont parmi les nouveaux maîtres du monde,
Comment ça marche? On s'entend très bien, on fait des concours de proverbes. Hein? On échange les proverbes africains contre les proverbes chinois. C'est quoi qui marche comme proverbe? Quand on montre à quelqu'un de pas très éclairé la lune, il regarde le bout du doigt. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai comme proverbe africain que j'aime bien? Je dirais, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Ouais. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que quand une vérité est évidente, on n'a pas besoin de trop de mots pour la dire. Alors, parmi les vérités évidentes, il y a le recul d'une ancienne clientèle. On parlait des nouvelles, hein, mais l'ancienne clientèle, les Français, les Allemands, ils avaient une telle fascination pour la banque en Suisse, les banques. On a l'impression que tout ça a tellement changé depuis quelques années. Est-ce que cette clientèle-là, on peut encore l'attirer? Moi, je crois que oui. Je crois que le monde change. Comme on vient d'en parler, la croissance apparaît dans des zones nouvelles, etc. Mais je crois que, en fait, la force de la Suisse, c'est la sécurité. Donc je pense que ce qu'il faut qu'on vende, ce n'est pas du secret, mais de la sécurité. Vous dites, pardon, la fin du secret bancaire, c'est une chance. C'est pas une provocation, vous pensez vraiment ça? Non, je pense que vraiment notre atout, c'est la sécurité. Le fait que dans un monde qui est de... Et vraiment, c'est un atout qui a plus de valeur depuis quelques années, parce que pendant un moment, après la chute du mur de Berlin, les gens se sont dit qu'en fait, le monde était devenu totalement sûr. Mais les événements nous ont bien montré depuis que le monde n'est pas totalement sûr. Et dans un monde très incertain où il y a souvent des événements imprévus, je crois que la Suisse a vraiment une carte unique à jouer qui est celle du safe haven, vraiment de l'endroit où on peut être sûr, qu'on peut avoir confiance, le mot confiance encore. Est-ce que c'est vrai que les Français, par exemple, reviennent, Dieu sait s'ils ont été menacés par l'État français, etc., parfois punis, ils reviennent quand même? Nous, on a de bons résultats. On a annoncé de la collecte importante au premier trimestre dans toutes les zones. Dans notre division, il y aura plus de 6 milliards d'euros. Et vraiment, nous ne prenons que des actifs taxés. Donc, il n'y a pas un centime qui rentre au Crédit Suisse qui ne soit pas taxé. Donc, ce n'est pas de l'évasion fiscale ou de quelque chose qui est motivé par les impôts. C'est une vraie recherche de sécurité à travers l'investissement en Suisse. Tous les banquiers vous disent l'argent avant qui était non déclaré quand même rapportait plus, hein, un peu à tout le monde. C'est plus difficile aujourd'hui quand même. Est-ce qu'on entre dans une banque qui devra avoir des standards plus modestes, plus pragmatiques? Oui, toujours. Je crois que c'est toujours bien d'être modeste et pragmatique. Mais je crois aussi qu'il y a une question de court terme et de long terme. Peut-être que cet argent-là rapportait plus, mais j'ajouterais vraiment uniquement à court terme. Ouais. La vraie richesse, c'est celle qu'on a sur le long terme en ayant des actifs clairs, propres, qui resteront là et qui fructifieront au fil des ans. Et je pense que cette stratégie, à terme, rapportera plus que la stratégie antérieure. C'est la fin de l'argent facile? Écoutez, l'argent facile, c'est jamais une bonne chose, ni pour une entreprise, ni pour un ménage. Donc ça conduit à la complaisance et je pense que c'est très bien que le marché soit concurrentiel et qu'on doive se battre pour gagner notre vie. En arrivant en Suisse, vous disiez, voilà, il faut retrouver aussi un peu l'esprit des fondateurs, des Escher et autres. Est-ce que ça veut dire aussi, dans cette banque plus modeste, des salaires moins gourmands pour les dirigeants, tous? Écoutez, la question des salaires est toujours une question délicate, parce que quelque part, l'opinion trouve que le salaire est toujours trop élevé. À la fin, nous sommes des entreprises, il faut que nous payions nos employés de façon compétitive pour pouvoir avoir les meilleurs employés. Vous voyez, c'est dans la presse aujourd'hui qu'on a perdu une partie de notre équipe de technologie à San Francisco, mais nous avons des gens à qui on offre 3 à 4 fois la rémunération qu'ils ont au Crédit Suisse. Donc je ne dis pas 10 ou 20% de plus. Il y en a qui sont partis pour 3 ou 4 fois plus. Donc c'est un marché concurrentiel, il faut qu'on paye, mais il faut aussi que ce salaire soit justifié par la performance. Je crois que ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'il y ait un décalage entre la performance et le salaire. La relation client, il se trouve que par hasard, un des caméramans qui sont là compte chez vous, il compte partout. Je vais l'interroger après l'émission. Mais vous plaisantiez effectivement en disant voilà, la relation personnelle au client, c'est pas de la blague. Hein. Dans certains cas, vous-même, vous la jouez. Bien sûr, bien sûr. Je pars là ce soir à Londres pour un dîner avec des clients. Une entreprise n'est rien sans ses clients. C'est simple. On est vraiment... on est là pour nos clients. C'est la raison d'être de l'entreprise, c'est de satisfaire les besoins de nos clients. C'est ce qui fait notre fierté aussi et la noblesse de notre métier. Vous citiez ici au Forum des 100 qui est organisé par l'hebdo des cas par exemple, de descendants d'Auschwitz, que vous avez vu. Oui, qui me disait, enfin, ils ne travaillent qu'avec une banque, parce que cette banque-là a protégé leurs actifs quand leurs parents, grands-parents avaient été envoyés à Auschwitz et leur a rendu toute leur fortune. C'est une des seules familles, en fait, dans ce contexte-là, qui n'a rien perdu, parce que la banque avait été remarquable. Donc je crois que c'est ça qui fait l'honneur de la profession.
Tidjane Thiam, pour conclure, quelques mots sur la Suisse. Vous l'avez découverte pendant une année, hein, avec ses côtés parfois rugueux, durs. L'Assemblée générale, parfois, c'était assez... Pas si unique que ça. Vous savez, les assemblées générales en Angleterre sont plus agressives. Sont au moins aussi animées. Ce serait un mot différent. Un livre est paru sur le racisme contre les Français en Suisse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. Vous l'avez ressenti, vous ? Non, écoutez, moi, mon expérience ici est vraiment positive. Je trouve la Suisse est un pays très accueillant on me laisse quand même faire une tâche qui est très difficile. Je sais est importante pour le pays et à laquelle je consacre toute mon énergie. Vous parliez des proverbes chinois ou africains ou baoulés. Dans la mentalité suisse, vous les fréquentez, hein, des Zurichois, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, j'hésite à répondre parce que je sais que en Côte d'Ivoire, j'étais toujours un peu irrité par les gens qui venaient, qui restaient là 6 mois et qui pensaient avoir compris le pays. Donc, je crois que je préfère être modeste et dire que j'ai encore beaucoup à découvrir sur la Suisse. Après le Crédit Suisse, on a parlé de vous à la direction du FMI, par exemple, de manière très, très insistante. Je viens d'arriver, vous voulez déjà me faire partir. Combien de temps on reste patron du Crédit Suisse ? Je ne sais pas, je crois que pour l'instant, je m'attelle à la tâche. C'est une grosse tâche de redressement. Ça se passe bien. Ça se passe bien, malgré les commentaires, etc. De mon point de vue, ça se passe bien. On fait de vrais progrès. J'ai vu qu'on a été revu à la hausse par UBS aujourd'hui. C'est paru ce matin. Donc, par l'analyse d'UBS. Donc ça, c'est une source de satisfaction pour cette journée. C'est le rival. Non, mais leur analyse, je ne parle pas d'UBS comme concurrence, c'est leur analyse qui suit le secteur bancaire, vient de relever notre objectif de cours et en disant que nous faisons de très bons progrès. Donc je pense comme un compliment. Merci Tidjane Thiam. Merci. Jacques de Watteville, bonjour. Bonjour. Après Tidjane Thiam, deuxième invité dans le cadre de ce Forum des 100 de l'Hebdo, on a parlé économie avec Tidjane Thiam. L'autre grand sujet, c'est la politique, et l'autre grand sujet pour la Suisse, c'est l'Europe. Février 2017, c'est l'échéance, vous êtes le super négociateur pour l'Europe. Vous la voyez arriver, cette échéance ? C'est une échéance qui est fixée dans la Constitution, où nous devons arriver avec une solution en place au début de l'année prochaine, sans quoi il est prévu que le Conseil fédéral introduise des contingents par voie d'ordonnance, ce qui, évidemment, poserait des problèmes sérieux dans nos relations avec nos voisins. Christophe Blocher, vous avez attaqué, il disait que vous étiez un turbo de l'Europe. Est-ce que le risque n'existe pas quand on sait très bien quand il y a une négociation, on a tendance parfois à se laisser convaincre par l'adversaire parce qu'on a envie que ça aboutisse. Comment on résiste à ça ? Écoutez, je ne suis pas un euro-turbo, je suis un Suisse turbo et je m'efforce de défendre les intérêts du pays le mieux possible avec mes collègues sous les ordres du Conseil fédéral dans un contexte qui est complexe. Et là, on n'est pas du tout dans un scénario de préadhésion ou que sais-je. On est dans un scénario, en fait, entre la voie solitaire et la voie bilatérale. Et l'objectif du Conseil fédéral actuellement, c'est d'une part de mieux gérer l'immigration et d'autre part de consolider et développer la voie bilatérale. Alors, l'issue, on sait très bien que pour l'instant, c'est de la politique fiction. D'une manière ou d'une autre, le peuple revotera. On peut dire ça, que le peuple suisse devra voter. Très probablement, parce que quelle que soit la solution, on va venir avec un projet de loi ou autre chose. Et là, soit un côté, soit l'autre voudra réagir et provoquer une votation. Donc je pars de l'idée que l'année prochaine, il y aura une votation si on arrive à un résultat d'ici là. Quand on voit l'état de l'opinion ailleurs, vous le disiez vous-même, en Grande-Bretagne, en Autriche, dans beaucoup d'euroscepticisme, est-ce que le peuple suisse n'était pas un peu pionnier d'autres opinions en Europe ? Disons qu'avec le système de démocratie directe que nous avons en Suisse, cela provoque une prise de température très régulière de ce qui se passe sur des quantités de sujets. Et donc le vote suisse a été le révélateur d'un malaise qui existait au même moment dans d'autres pays, mais qui n'était moins visible parce qu'il n'y avait pas de référendum dans ces autres pays. Jacques de Watteville, vous êtes le diplomate superlatif, très ancienne famille patricienne, ton mesuré, parfaite éducation. Vous arrivez à être assez agressif quand il le faut face aux Européens ? Bien sûr, mais il faut le faire à bon escient. Ce qui compte, c'est la fermeté dans la substance, mais il faut pouvoir faire passer ces messages sans que cela provoque une rupture du dialogue.
Et donc, il faut gérer ces relations d'une manière telle qu'il n'y a pas de malentendu, Comment que on les dit choses non sont claires. Comment on dit non dans en votre... disant non. Ouais. Vous l'avez souvent dit? Écoutez, bien sûr, je vois dans certaines négociations, on dit, écoutez, ceci n'est pas réaliste. Imaginez que vous pensez vraiment que je pourrais convaincre le peuple suisse d'accepter cette proposition. Ça, c'est évidemment toujours l'argument. Il faut revenir devant le peuple. C'est notre système. C'est pas un joke, c'est vrai. Est-ce qu'un jour, nous serons dans l'Union européenne? Je ne suis pas prophète. C'est très dangereux de faire des prophéties, surtout quand elles concernent l'avenir. C'est du Woody Allen. Quand même, si l'Union européenne se repense sur un mode beaucoup plus décentralisé, plus technique, peut-être avec moins de prétentions politiques, la Suisse pourrait en être un jour? Écoutez, la Suisse est déjà très intégrée dans l'Union européenne. On est dans Schengen, on est dans des programmes de recherche, on est plus intégré économiquement que certains pays membres de l'Union. Simplement, on a au niveau du cadre juridique une situation de pays tiers. Mais au niveau concret, opérationnel, on est très intégré. Si l'Europe continue de se développer dans un sens d'une géométrie variable et à plusieurs vitesses, je veux dire, la Suisse continuera à y trouver sa place d'une manière ou d'une autre. Mais je ne peux pas vous dire quelle sera la nature juridique des liens futurs qui pourraient se développer. Et est-ce qu'à la fin, vous vous sentez européen? Vous entendez bien ce discours? Par exemple, un UDC zurichois dit, voilà, des gens comme M. de Watteville, comme Burkhalter, etc., au fond, se sentent trop européens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, la Suisse est au carrefour des cultures françaises, germaniques, italophones, italiennes. On est au cœur géographiquement de l'Europe. Il n'y a pas de pays plus européen que la Suisse. Donc nous sommes européen par tous ces paramètres, tous ces facteurs. Union européenne, c'est autre chose. C'est une construction juridique, une relation entre États qui décident de joindre leur destinée. Et là, nous n'en faisons pas partie. Mais sur le continent européen, on est la synthèse même de l'Europe. Mais cette exception suisse, on voit pendant les guerres, la petite carte de la Suisse qui se détache dans une couleur différente, il y a vraiment quelque chose de différent? Écoutez, il y a quelque chose de différent au niveau de la structure de nos relations d'État à État. Mais au niveau de la population, quand je voyage en Europe et que je vais en Italie, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, je veux dire, au niveau des vibrations qu'on sent dans la population, la Suisse est pleinement un pays européen. Jacques de Watteville, c'est un nom qui claque. Hein. Il n'y a pas beaucoup de ces grands noms. Ça remonte à quel siècle, les Watteville? Ça remonte au XIIIe. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gardé de ça? Écoutez, le sens du devoir et l'amour du pays et la volonté de défendre les intérêts du pays. Les ancêtres, les grands ancêtres, ils sont présents? Vous avez leur portrait? J'ai des portraits, oui, et ils me surveillent. Ouais. C'est où ils sont? Dans le salon, dans la salle à manger? Oui. Ouais. Quand vous les regardez, à quoi vous pensez? Il faut être digne de ceux qui nous ont précédés. Et donc il faut faire honneur à ces traditions et à cette histoire et s'efforcer d'être à la hauteur. Vous vous sentez espèce en voie de disparition, parfois? Écoutez, le monde change très très vite. Et je suis marié depuis 36 ans avec la même femme. Et déjà, ça, c'est une espèce en voie de disparition. Le fait d'être toujours le même couple. Donc, déjà, le fait d'être marié et avec la même personne, en soi, c'est déjà quelque chose qui devient aujourd'hui l'exception. Le métier de diplomate, hein, vous l'incarnez absolument. Quand on est suisse à l'étranger, il y avait toujours ces quelques repères. Il y a l'ambassade, il y a le Suissaire ou Suisse. Hein. Pour vous, c'était quoi le moment où quand même tout de suite, on se sent suisse? Écoute, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais quelque chose qui, pour moi, a une importance particulière, c'est le Cœur des Alpes. C'est musical, mais on touche à quelque chose de très profond. À la fois la simplicité de cet instrument, toute son histoire, son authenticité et le cadre de montagne dans lequel on le joue d'habitude. Et quand j'entends Laurence des Vaches ou quand j'entends du Cœur des Alpes, ça provoque une émotion qui est typiquement suisse. On dit que les soldats suisses pleuraient, hein, les mercenaires suisses pleuraient en l'entendant. Et je comprends. Et quand on est à l'étranger, on est encore plus sensible à cela. Merci Jacques de Watteville. Merci à vous. François Fillon, bonjour.
Bonjour. Ancien Premier ministre, candidat aux primaires en France. Vous êtes ici en Suisse. C'est le Forum des 100 de l'Hebdo. On regarde d'abord sur la Suisse. Vous la citez souvent en exemple. Oui, parce que d'abord, c'est un pays que j'aime bien et que je connais un peu. Et puis, c'est un pays dans lequel il y a des leçons à prendre. La Suisse n'est pas la France n'est pas la Suisse. Il n'y a pas de modèle ni pour les uns ni pour les autres, mais il y a des choses qui fonctionnent en Suisse. Il y a un système de formation professionnelle et d'apprentissage qui est remarquable. Il y a un marché du travail qui fonctionne. Voilà, ce sont des succès. Et moi, je suis pragmatique et je regarde dans les pays européens ce qui marche. L'exemple libéral, un pays où l'État a toujours été tenu, a été limité, ça vous inspire ? Oui, parce que je crois que nous sommes allés trop loin dans, comment dirais-je, la croissance de la puissance publique et le poids de cette puissance publique, pas seulement sur l'économie d'ailleurs, mais sur le fonctionnement même de la société. Et il y a aujourd'hui en France un besoin de liberté qui s'exprime à tous les niveaux. Au fond, le cri du cœur des Français, c'est « foutez-nous la paix ». C'est ce que disait Pompidou. Oui, Pompidou disait « arrêtez d'emmerder les Français ». Mais il faut être un ancien élève de l'école normale pour pouvoir parler avec ce vocabulaire. Donc j'en ai pris un plus... Et donc, tout le projet que je présente, et que je suis le seul à présenter de cette manière, c'est un projet qui est inspiré par une volonté cohérente d'opérer le retrait de l'État partout où c'est possible et nécessaire. Vous êtes le plus libéral aujourd'hui ? Oui, pas par idéologie, par pragmatisme. Encore une fois, si on prend les grandes puissances économiques occidentales, la seule qui a une situation de chômage différente des autres, c'est la France. Au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y a quasiment une situation de plein emploi. Donc voilà, je regarde pourquoi ces pays-là sont en situation de plein emploi et pourquoi nous ne le sommes pas. Et ce que je constate, c'est parce qu'il y a un excès de réglementation et un excès de fiscalité, bien sûr. On parlait des signaux donnés par la Suisse. C'est un des premiers pays à s'être exprimé contre une certaine conception de la libre circulation. C'était le vote du 9 février. Aujourd'hui, beaucoup de pays remettent en cause Schengen. C'est une bonne voie. C'est-à-dire qu'en fait, Schengen aurait dû être la mise en place de frontières européennes. Permettant de protéger l'Europe, parce qu'au fond, les frontières, elles sont nécessaires pour que chaque territoire puisse contrôler qui rentre et qui sort, pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'intégration et de maîtrise de l'immigration. Alors le problème, c'est qu'on a fait sauter les frontières intérieures, puis on n'a pas mis de garde-barrière aux frontières extérieures. Donc moi, je veux un nouveau Schengen, avec les pays qui acceptent d'assumer les contraintes j'allais dire, de la sécurisation de ces frontières extérieures de l'Europe. Donc ça veut dire des barrières, des gardes-barrières, des gardes-côtes. Et si on n'arrive pas à mettre tous les Européens d'accord sur ce sujet-là, on fera Schengen avec moins de pays européens. Et si on n'y arrive pas du tout, on rétablira des frontières nationales. Mais mon souhait, c'est quand même qu'on garde des frontières européennes et la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Le Brexit, ce sera une autre opinion européenne qui votera dans quelques jours. Une sortie des Anglais de l'Union européenne, ce serait un séisme. Oui, c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle d'abord parce que c'est une des plus grandes économies européennes qui quitte l'Europe. Donc il y aura forcément, dans un monde économique, financier qui est beaucoup plus volatile qu'on le pense, il y aura forcément un impact. Moi, je pense qu'il y aura une sorte de crise de confiance sur la zone européenne qui va s'installer avec le Brexit. Deuxièmement, c'est le seul pays qui a, avec la France, encore une défense et qui intervient sur des conflits qui menacent la sécurité européenne qui quitte l'Europe, donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et troisièmement, c'est la porte ouverte à tous les populismes, parce que ça veut dire que si la Grande-Bretagne a pu s'exprimer et quitter l'Europe, il y a d'autres partis politiques en Europe, à commencer par la France, qui vont demander la même chose. Donc c'est vraiment un bilan négatif pour tout le monde. Est-ce que les peuples ont raison ? Les peuples qui votent en Suisse, peut-être en Grande-Bretagne bientôt. On utilise souvent ce mot de populisme, mais eux donnent... Ce que j'appelle le populisme, c'est poser une question aussi, comment dirais-je,
sans aucune nuance, qui est est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre rester dans l'Europe. La question qui devrait être posée au peuple, c'est quelle Europe vous voulez, quels sont les objectifs. Moi, c'est ce que je veux proposer. C'est-à-dire que je veux proposer de reconstruire l'Europe autour d'un projet qui corresponde à nos priorités. Est-ce qu'on a besoin, face aux menaces sécuritaires, financières, économiques, culturelles qui s'abattent sur nous aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de se diviser, de s'affronter, de redevenir une sorte de tribus qui se battent entre elles? Je ne le crois pas. En revanche, on n'a pas besoin de cette Europe bureaucratique qui fonctionne de manière contraire à la volonté des peuples. Donc c'est ça qui doit être soumis au peuple. Ce n'est pas la question de savoir si on est sur le continent européen ou pas. En attendant, des frontières européennes qui soient mieux gardées, est-ce qu'il faut renforcer les contrôles intérieurs? Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que le gouvernement français avait décidé après les attentats de novembre. Je crois qu'ils ont pas mal de difficultés techniques pour le faire. J'ai compris que, en réalité, on a totalement perdu la façon de faire, le contrôle des frontières, les effectifs, et puis les flux de population qui traversent nos frontières. Je ne parle pas d'immigration, je parle de gens qui traversent les frontières dans tous les sens tous les jours, sont très très importants, donc il faut complètement repenser les choses. Mais qui est allé aux États-Unis ces derniers mois a pu constater comment les contrôles sont faits dans les aéroports américains. Il faut maintenant quasiment 2 heures pour prendre un avion aux États-Unis. Il faut venir 2 heures avant pour y arriver. Il faut faire la même chose. Vous avez des sondages bien meilleurs qu'ils n'étaient il y a quelques mois encore. Ça change la vision des choses. Oui, mais les sondages, ça va et ça vient. Moi, ça m'importe peu parce que je sais comment fonctionne la politique française. Je sais comment le système médiatico-politique s'emballe tout d'un coup pour des candidats. Il y a des espèces d'étoiles filantes qui apparaissent dans le ciel. La seule chose qui compte pour moi, c'est de labourer le champ, comme le paysan que je suis. On a donné ma disparition politique au moins déjà 4 fois. Vous êtes allé partout, un peu à la Chirac. Oui, je suis allé partout, puis je continue. Voilà. Pourquoi il a raté son retour, s'il l'a raté, Nicolas Sarkozy? Mon avis personnel, c'est qu'on ne peut pas revenir. Voilà, c'est que la France, la présidence de la République, c'est un mélange de république et de monarchie. Les Français, en élisant le président de la République, ils choisissent d'une certaine façon un roi. C'est pas une bonne idée d'ailleurs, mais c'est comme ça. Une fois qu'il est décapité, c'est fini. Voilà, c'est ma conviction, et je pense que ça vaut pour Nicolas Sarkozy comme ça vaut pour n'importe quel autre président de la République qui a été battu à l'élection. Alors, 2017 ? Eh bien, oui, bien sûr. Merci François Fillon. Pardonnez-moi avec le Matin Dimanche.